direct des rencontres économiques d'Aix. Bonjour Marianne Legnaud. Bonjour Laurence. Vous êtes présidente du directoire d'Enedis. Merci d'être avec nous. Philippe Mabille est toujours avec nous, bien sûr. Je ne te quitte pas, Laurence. Mais ne me quitte pas, ça me va très bien. Marianne Legnaud, il y a quelques jours, le président de la République, Emmanuel Macron, était pas très loin d'ici. Il a notamment été près du grand port maritime de Marseille pour lancer ce qu'on a appelé la phase 2 du plan Marseille en grand. Finalement, tout ce qui se passe à Marseille, les nombreux projets, notamment d'industrie décarbonée, ça concerne aussi Enedis. Juste, j'aime bien le rappeler quand même, c'est que Enedis a été l'un des acteurs les premiers engagés dans l'électrification des bateaux à quai, qui s'est fait, on ne le sait pas beaucoup, mais dans le grand port maritime de Marseille, il y a bien longtemps. Donc, tous ces projets d'industrialisation qui arrivent, on a parlé de carbone, on a parlé de Gravity ce matin, ça met aussi Enedis dans un Enedis en grand. Absolument. En fait, nous disons que nous vivons en ce moment ce qu'on appelle la deuxième électrification de la France, ou la nouvelle France électrique. Et Marseille en est un très bon exemple, puisque le port en particulier ambitionne d'être le premier port 100% électrique en France. Et c'est effectivement par Marseille, je vais inaugurer avec le président Muselier il y a 2 ans et demi. C'est par Marseille que nous avons commencé à électrifier les quais. Alors de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que dans les ports, les bateaux stationnent, les grands bateaux, les ferries, les grands bateaux de croisière sont à quai. Et en fait, pour avoir de l'électricité, ils font tourner des moteurs diesel. Et ça, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne le tolère, parce que ça génère bien sûr du CO2, mais aussi du soufre, un air très vicié et du bruit. Et donc, il nous a été demandé, d'abord par Marseille, mais les autres ports de Méditerranée nous le demandent aussi, l'Atlantique aussi, la Seine aussi, d'amener l'électricité jusqu'au quai des bateaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on les raccorde, ces bateaux, et donc il y a déjà une demi-douzaine de quais qui à Marseille sont raccordés. On les raccorde comme une voiture électrique en 20 minutes, et donc ils ont une électricité, et on sait qu'en France, elle est à 90% décarbonée, donc c'est la fin des poussières, de la fumée, du bruit et de la pollution. Et donc ce programme d'électrification du port de Marseille, il va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, et puis encore au-delà pour faire les bateaux pour le Maghreb, les croisiéristes aussi. Voilà, c'est un énorme enjeu, les croisiéristes. C'est un gros sujet pour les Marseillaises. Absolument. Donc on a déjà fait tous les ferries, pour la Corse notamment. Ça sera ensuite le Maghreb, et ensuite ce sera les énormes bateaux de croisière jusqu'en 2025. Donc un vrai beau succès. Pour nous, c'est 10 millions d'euros d'investis, bien sûr, aux côtés de partenaires, le port, le département, la mairie, la région. Parce que là, il faut délivrer, vous imaginez, ces bateaux, une puissance... C'est très vite 2025. Dès 2025, c'est très vite, mais il nous faut une énorme puissance électrique pour que ça tourne. Et donc, c'est pour nous une très belle vitrine, finalement, de ce qu'Enedis apporte d'innovation pour rendre possible cette nouvelle France électrique, qui est en fait une transition écologique, énergétique, où on va avoir plus d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, les ports s'équipent aussi en panneaux. C'est le cas à Marseille, qui va produire une partie de son électricité consommée. Et ça, c'est grâce à Enedis, puisqu'il faut raccorder toutes ces énergies renouvelables, de même qu'il faut raccorder toute cette mobilité électrique, que ce soit des voitures, demain des camions qui arrivent très vite. Là, on s'attendait. On en parle un petit peu moins, mais vous avez raison. Ça arrive très vite. Il y a 2 ans, tout le monde disait mais les camions électriques, les engins de chantier électriques, ça va prendre du temps. Non, en fait, là, ça va sortir par milliers des usines à la fin de l'année, parce que les constructeurs ont pris le virage. Et donc ça, c'est de l'activité pour nous, de la croissance, et nous rendons possible cette seconde électrification de la France. Et alors, Marianne Legnaud, dans ce grand projet de Nouvelle France électrique, vous êtes un des grands investisseurs. Je crois que c'est 5 milliards par an que vous mettez sur la table, peut-être plus à terme si ça va encore plus vite. Comment est-ce que vous arrivez à tenir les échéances? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que vous allez arriver à 2030 à votre plan de charge tel qu'il est prévu,
dans un monde qui est en train de s'électrifier peut-être encore plus vite qu'on ne l'imaginait, puisque on a l'électrification, vous en avez parlé des ports, on a l'électrification du transport avec les voitures, et puis il va y avoir l'électrification du chauffage avec la possible, probable même interdiction des chaudières à gaz, ce qui veut dire que les ménages vont devoir s'équiper en pompe à chaleur. Est-ce qu'il y aura assez d'électricité et de capacité électrique pour tout le monde? Comment est-ce que votre plan de charge s'adapte? Effectivement, merci Philippe pour la question. Se passer des énergies fossiles pour atteindre la neutralité carbone, baisser la consommation d'énergie de 40% pour cela, et en même temps doubler la part de l'électricité dans cette consommation d'énergie. On est à 25%, il faut aller à 50-60% d'électricité pour délivrer l'ambition zéro carbone de la France en 2050. C'est un immense défi. C'est un défi financier, on vient d'en parler. Donc Enedis, qui investit un peu plus de 4 milliards par an chaque année pour rendre tout cela possible, va investir 5 milliards et demi. On a annoncé une trajectoire à 96 milliards entre 2022 et 2040, donc c'est considérable. C'est un défi technique aussi, puisque ça suppose pour faire tout cela des câbles, de la tôle, des semi-conducteurs, et nous savons qu'en ce moment, il y a des questions d'approvisionnement et de pénurie assez importantes. C'est un défi technologique, et donc on utilise beaucoup d'intelligence artificielle, les compteurs Linky, des drones, on fait de la maintenance prédictive, et c'est aussi un défi humain, un défi de compétences. Mais nous, on est très confiants qu'on va y arriver, évidemment pas seul, mais avec tous les partenaires de notre filière industrielle. En tout cas, ça nous motive tous les matins. Un des enjeux, juste Laurent, je te laisse dans la parole tout de suite, un des enjeux de la réussite de ce projet, c'est d'éviter un blackout électrique. On en parle beaucoup en disant, est-ce que la France, à s'électrifier aussi vite, n'a pas un peu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit? Est-ce qu'elle aura vraiment la capacité sur tous les territoires de tenir un approvisionnement en électricité dont on sait que ça va être d'ailleurs des changements considérables, pas facile à modéliser, avec des changements de comportement des consommateurs. Il y a pas mal d'incertitudes là-dessus. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Effectivement, pour tout cela, il faut produire de l'électricité, donc d'abord dans des unités centralisées qui sont des centrales nucléaires, des centrales hydrauliques, quelques centrales thermiques gaz qui restent. Mais aussi beaucoup d'énergie produite du côté des renouvelables. Aujourd'hui, nous avons raccordé 770 000 sites de production renouvelable partout en France, beaucoup du solaire. Et chaque année, nous doublons le rythme de raccordement. Donc, nous répondons présent. Il faut produire. Et puis, il faut qu'à chaque moment, et c'est là, les blackouts, c'est un peu un sujet particulier, la production et la consommation soient équivalentes. Donc, c'est quelle est notre capacité à passer des pointes de consommation. C'est le matin où tout le monde branche ses appareils en se levant. C'est un peu le midi maintenant avec le télétravail. Et c'est beaucoup le soir. Et donc ça aussi, ça doit s'accompagner d'une sobriété. Peut-être d'une éducation, c'est ça. Oui, mais je crois que les Français ont délivré la sobriété. Je regardais les chiffres puisque Enedis produit beaucoup de données justement à partir de son activité. Et donc, ce mois-ci, la France a encore délivré -7, -9% de consommation. Alors, ça varie suivant les secteurs, mais ça reste très important, mois après mois. Donc, je crois qu'on est vraiment tous engagés collectivement dans une démarche de sobriété. Bien sûr qu'il faut expliquer. Et Linky est un levier de cette sobriété puisqu'il permet de suivre et de mieux piloter sa consommation. Alors justement, vous venez d'évoquer Linky. L'une des thématiques des rencontres économiques, c'est les nouvelles technologies futures de l'industrialisation. L'intelligence artificielle, vous l'avez également cité tout à l'heure, fait partie des moyens sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour rendre justement parfois le service davantage sur mesure. Oui, surtout de rendre un service qui soit toujours plus performant, plus innovant, et donc bien sûr il se nourrit des nouvelles technologies. D'ailleurs à Enedis on est très fiers parce que ça fait la 2e année, un peu comme dans les classements d'universités ou de grandes écoles. À Singapour, il y a un énergéticien qui classe les distributeurs mondiaux, chinois, européens, américains, et pour la 2e année nous avons été reconnus le distributeur le plus smart au monde, Smart Grids. Ça veut dire que nous sommes celui
qui intègre le plus et le mieux d'énergie renouvelable, qui utilise le plus et le mieux les données, donc tout le numérique, qui satisfait ses clients. Et dans les nouvelles technologies que nous utilisons, bien sûr, l'intelligence artificielle, ça nous aide, parce qu'on est un énorme acteur industriel. On a un réseau qui fait 35 fois le tour de la Terre. Donc vous imaginez, il faut aller le surveiller, regarder, vérifier qu'il est en bon état, le réparer, le maintenir. Donc pour cela, on utilise notamment des drones qui vont prendre des photos et qui vont être traités par l'intelligence artificielle. Et ensuite, nous, on va se concentrer sur les endroits où il faut intervenir. Mais on n'envoie plus des salariés pour aller constater des problèmes. Ils sont traités, numérisés par l'intelligence artificielle, et ensuite l'expertise humaine, qui est grande chez nous, intervient pour tout cela. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais nous utilisons aussi l'intelligence artificielle quand il y a des tempêtes. En fait, on prend nos modèles d'algorithmes de travaux, les modèles de Météo France, de l'intelligence artificielle, on combine et on sait que si le vent souffle à Aix demain à 100 km/h, de telle manière, eh bien, les endroits du réseau sont susceptibles de voir à tel et tel endroit des chutes d'arbres, par exemple, ou des cassures. Et donc, on va envoyer des équipes dès la veille au pied de ces poteaux pour réparer le plus vite possible. Voilà. Donc, c'est une bonne combinaison du digital et de l'expertise humaine. Donc, ça nous fait gagner beaucoup de temps et donc aussi beaucoup d'argent et donc beaucoup d'économies pour nos clients que nous servons. Alors vous avez un laboratoire d'intelligence artificielle pas très loin d'ici, et c'est en lien avec Aix-Marseille Université. Ce lien avec l'université, c'est quelque chose qui est venu naturellement ou c'est finalement très récent et c'est plutôt l'inverse, on est venu vous chercher? Alors pour nous, c'est naturel, Enedis, parce qu'on est, vous l'avez senti, très fiers de ce qu'on fait, mais on ne le fait pas seul. On le fait en partenariat avec des industriels, nos sous-traitants, des équipementiers de toute taille. On a 1500 entreprises qui travaillent pour Enedis et on est très fiers de créer beaucoup et de maintenir beaucoup d'emplois partout en France, dans la ruralité comme dans les territoires urbains. Et on a aussi beaucoup de partenariats académiques, donc avec des laboratoires, des grandes universités, des grandes écoles, dont celui avec Aix-Marseille sur l'intelligence artificielle, mais toujours autour de projets de recherche. On a évidemment des équipes de R&D à Enedis qui rendent tout cela possible. La R&D d'aujourd'hui, c'est notre performance dans 5 ans, dans 10 ans. Les nouveaux matériels, les nouvelles manières de faire. Donc on est très très fiers de ce partenariat. Marianne Léniaud, c'est assez intéressant ce que vous dites. Moi j'aime bien l'idée parler de cette filière de l'électricité qui n'est pas forcément très connue. On parle de la filière automobile, de la filière aéronautique. Là, on nous annonce une grande révolution industrielle de l'électricité, puisque au bout du bout, vous l'avez très bien expliqué, ça va être beaucoup plus d'électricité dans notre consommation comme dans la production, bien sûr. Et en même temps, on ne la connaît pas, cette filière. On a des jeunes qui cherchent aujourd'hui des emplois dans toute la France. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de visibilité? Comment donner plus de visibilité à ces métiers de l'électricité qui sont des métiers accessibles par des formations aujourd'hui? Peut-être il y a là finalement un espoir, comme le disait Laurence, comme le disent les rencontres d'Aix, pour beaucoup de jeunes qui cherchent des carrières. On sait qu'on aura besoin dans ces métiers-là de beaucoup d'emplois. Oui, et je crois que c'est 100 000 emplois dans la filière nucléaire, 200 000 dans celle des renouvelables, et je ne parle pas du côté des infrastructures. Voilà, et donc effectivement, il y a 100 000 chez vous. Il y a une filière nucléaire, il y a une filière renouvelable, et il y a une filière des réseaux électriques. Donc c'est Enedis, c'est aussi RTE, mais c'est surtout l'ensemble. Ça, c'est 100 000 emplois. Ça, c'est 100 000 emplois pour 1600. À l'horizon de... dès maintenant, en fait. Dès maintenant, vous pourriez embaucher 100 000 personnes. Alors, pas nous. Mais l'ensemble de la filière. La filière dont vous faites partie. Et je vais vous donner un exemple. Vous êtes l'une des têtes de pont. Absolument. Nous recrutons 3000 salariés chaque année, dont 1000 apprentis. On en est très fiers. Et cette année, ça va être notre plus haut chiffre de recrutement jamais atteint. Donc c'est bien sûr des techniciens pour le raccordement, pour comment on va dans ces métiers? Alors comment on y va? Parce que le sujet, effectivement, c'est celui que vous indiquez, Philippe. C'est-à-dire que à la fois, ce sont des métiers qui ont un sens incroyable. Alors nous, vous voyez, on se lève le matin, on sait qu'on va relever un défi technique, technologique, humain et d'innovation, et sociétal aussi.
mais la représentation collective de ces métiers n'a pas tellement changé, en fait. Et le fait que le faudrait moderniser un peu tout ça, le rendre un peu attractif, un peu sexy. Voilà, on travaille beaucoup sur leur attractivité et nous allons, en partenariat avec l'Éducation nationale, dès la rentrée, ouvrir une 40aine de nouvelles classes en bac pro, qui préparent au bac pro électrotech, avec des contenus réseau déjà préintégrés dans ces formations pour les jeunes, ce qui fait que s'ils sont intéressés, ils pourront directement travailler chez nous sans avoir besoin de formation supplémentaire. Colorer les diplômes. C'est exactement ça, Laurence, vous connaissez les termes techniques. C'est 30% de coloration du contenu réseau préparé avec Enedis, avec d'autres entreprises. Non, moi, je ne connais pas colorer. Colorer, ça veut dire que... Vous avez une chemise de couleur. Exactement. Vous voulez rendre les métiers de l'électricité sexy. Expliquez-nous ça. Voilà, ça veut dire que dans la formation que vous allez recevoir en première, en seconde, en terminale, pour vous préparer à votre formation professionnelle, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 30% de contenu coloré, c'est-à-dire pré-orienté vers une activité technique opérationnelle immédiatement. Voilà, donc ça c'est très important, ça permet aux jeunes de se prépositionner sur son orientation, se dire tiens j'ai envie d'aller travailler chez Enedis ou chez une entreprise partenaire d'Enedis, et donc je prends cette option réseau électrique et j'arrive, je suis déjà formé, je suis déjà opérationnel. Mais ça c'est quelque chose qui était déjà demandé par les entreprises depuis longtemps. Oui, mais là on va le faire de manière beaucoup plus massive et on va le faire dans tout endroit du territoire où on est implanté. Nous sommes implantés dans 800 sites, nous sommes présents partout en France et on a beaucoup de lycées qui demandent à être partenaires d'Enedis dans cette nouvelle formation. C'est un espoir pour tous ces jeunes de banlieue qui ont allumé le feu, si j'ose dire, pendant quelques jours, d'aller allumer l'électricité. Oui, je crois que une entreprise comme Enedis, qui est entreprise à mission depuis une semaine, et on en est très fiers, elle doit être à l'image de la société, parce qu'elle est dans la société, et donc nous veillons à avoir effectivement des salariés de toute origine, de toute qualification, et qui souvent viennent des quartiers pour lesquels ils travaillent, puisque ce sont eux qui vont aller dépanner, réparer, amener l'électricité dans ces quartiers. Et c'est très important pour eux de travailler dans une entreprise dont ils sont fiers, et puis qui a un vrai impact social et sociétal. Qu'est-ce que ça va changer dans vos process d'être entreprise à mission? On va prendre des engagements. Donc on a changé nos statuts, mais ça n'est que juridique. On va prendre des engagements autour de l'électricité, dont on vient beaucoup de parler, autour des territoires, dont on a parlé un petit peu aussi, autour de notre engagement social et sociétal, donc des engagements qui seront mesurables, concrets, et qui seront évalués par un organisme certificateur qui, tous les 2 ans, va venir nous dire oui ou non, est-ce que vous avez bien fait ce à quoi vous étiez engagé. Vous allez avoir une note comme un élève, voilà. Oui, c'est une sorte de notation. Est-ce que la note pourrait varier dans le temps? Parce que voilà, il faut expliquer pourquoi ça va plus ou moins bien. Absolument. C'est un sacré changement quand même dans la gouvernance de l'entreprise et sa communication. Absolument. En général, tout va bien et quand on va chercher des plutôt une bonne chose en termes d'image, justement. Voilà, c'est un vrai sujet d'image, ça. Nous, on n'est pas du tout adepte du tout va bien. Nous, on pense qu'on essaye de faire les choses au mieux possible. Mais on est dans un secteur qui change à une vitesse incroyable. Avec, on a parlé des bateaux. Il y a 5 ans, personne ne demandait ça. Donc, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Et donc, on est très content de se remettre en question à chaque moment et être la première entreprise de l'énergie à devenir entreprise à mission. C'est une grande fierté. Mais comme Philippe l'a dit, c'est aussi un défi, un challenge. Et donc, on va rester humble et on va apprendre sur la route. Eh bien, Marianne Legnaud, merci d'être venue nous voir et on va suivre tous ces engagements avec vous, certainement, au cours des prochaines années. Vous êtes une habituée des rencontres d'Aix, donc on vous réinvite, si on est toujours là, l'année prochaine. Avec grand plaisir. Merci Philippe, Marianne. merci Laurence.